Le jour où tout bascule en mer, personne ne vous prépare à ça. Passer son premier appel de détresse en mer est une expérience d'une intensité psychologique et physique rare. Dans cette vidéo, on va parler de choc physiologique, on va parler de tempête psychologique, d'interaction avec le cross et puis surtout comment mieux gérer cet inévitable moment en mer. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et depuis 2022, en famille, nous avons laissé notre ancienne vie et nous naviguons à bord d'Ikigai. Nous voyageons au gré de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer vos rêves de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Alors abonnez-vous sur la chaîne car chaque semaine, je partage de nouveaux contenus. Et si je vous parle aujourd'hui de qu'est-ce qui va se passer pour vous lorsque vous allez passer votre premier appel de détresse, c'est parce que l'isolement, l'hostilité du milieu marin amplifie énormément chaque réaction et personne ne nous prépare à ça. Passer son premier appel de détresse, que ce soit par VHF sur le canal 16 ou par téléphone au 196 ou par téléphone satellite, est une expérience d'une extrême intensité sur un plan psychologique et sur un plan physique. Et les conditions de mer, les conditions d'alerte, les conditions d'urgence dans lesquelles on va être amené à passer ce message de détresse vont complètement amplifier, démultiplier chacune de nos réactions. Loin du cliché du voileux ultra aguerri qui va passer son mayday avec une voix grave, une voix posée, extrêmement calme, la réalité est bien différente. Voici ce qui va vraiment se passer en vous. On va le décomposer en différentes phases pour que vous puissiez anticiper, préparer et réagir au mieux dans ce type de circonstances. Le choc physiologique et environnemental, le corps en alerte maximale. Dès que vous allez réaliser que la situation échappe à votre contrôle, que ce soit un homme à la mer, une avarie, un incendie, une voie d'eau, votre cerveau va passer immédiatement en mode survie. Une décharge immédiate et massive d'adrénaline va inonder votre corps. Simplement, elle va se heurter aux réalités du milieu marin. On va subir une agression sensorielle. Alors vous le savez certainement, un des effets d'adrénaline, c'est la vision en tunnel. Le champ visuel va se rétrécir. Mais en plus, ce champ visuel va être perturbé. Il va être perturbé par des embruns, par la nuit, peut être perturbé par les effets du roulis. On ajoute à ça le bruit du vent, le bruit des vagues, peut-être le bruit du moteur en sur-régime qui peut couvrir votre voix et vous donner la sensation d'être sourd. On va subir également une perte de dextérité. Lorsque le stress est combiné au froid, à l'humidité, en fait, on va avoir les mains qui tremblent, on va avoir les doigts qui vont être engourdis et saisir le micro de la VHF, déverrouiller un écran étanche ou simplement lire un écran qui bouge va relever du défi. La respiration également va être impactée, elle va devenir beaucoup plus courte, on va haleter en fait, et dans un environnement où il y a des embruns, il y a des éclaboussures, finalement le risque d'ingérer de l'eau ou même le risque d'avoir une forme de panique respiratoire va être largement accru. La tempête psychologique, l'angoisse de l'isolement. En mer, la peur est décuplée par le sentiment d'être loin de tout. On peut avoir un sentiment d'abandon. Alors il est légitime parce qu'en fait, c'est cette conscience finalement que les secours ne sont pas au coin de la rue, comme il y a les pompiers à terre par exemple, mais que les secours sont peut-être à plusieurs centaines de milles de nous. Et ça crée une angoisse assez spécifique. Et on peut avoir l'impression que on est seul au monde et que personne nous entend. Le doute également peut être paralysant. Une hésitation fréquente et dangereuse peut surgir. On se pose des questions en fait. Est-ce que c'est vraiment un mayday? Est-ce que c'est un pan-pan?
Est-ce que je ne vais pas déclencher des moyens énormes pour venir à mon secours, pour au final me faire juste remorquer? Cette peur soit du jugement, soit des frais qui peuvent être engagés, peut faire perdre du temps, un temps vraiment précieux dans des situations d'urgence. Et dans cette tempête psychologique, cette angoisse de l'isolement, la perception du temps va elle-même être altérée. Il va y avoir une forme de distorsion. L'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton de la VHF, le moment où le régulateur du cross va vous répondre, cette attente va vous sembler une éternité. Et c'est logique, parce que vous, ce que vous voyez, ce que vous vivez, c'est vous voyez l'eau qui monte, vous voyez si c'est un incendie, l'incendie qui se développe. Et là, chaque seconde que vous vivez n'a pas du tout la même durée pour vous que les secondes qui s'écoulent pour le régulateur. On se retrouve dans un sentiment d'urgence absolue. Partagez en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation de stress intense en mer et comment avez-vous réagi? L'interaction avec le cross, le contraste salvateur. Lorsque la communication va s'établir, vous allez entendre la voix du régulateur du cross. Et là, c'est le choc des réalités. Il va y avoir un effet d'encre, encre avec un A, comme une encre. Le bateau, lui, est dans le chaos. Il y a du bruit, ça bouge, il y a de l'humidité. Et la voix que vous allez avoir au bout du fil, elle va être incroyablement calme, posée, méthodique. Cette voix doit devenir votre point de repère absolu. Alors laissez-vous guider par cette voix. La personne que vous avez de l'autre côté, on va dire au bout du fil, elle connaît son boulot. De votre côté, vous pouvez subir une forme de bug cognitif maritime. C'est l'effet le plus classique en fait dans ce type de situation, parce que avec le stress, vous allez oublier, vous pouvez oublier le nom du bateau, le point GPS, le nombre de personnes à bord, des choses auxquelles normalement vous avez parfaitement accès. Et là, c'est un blackout. En fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il est focalisé, il est accaparé par la survie immédiate. Écoper, tenir la barre, etc. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vider le cache, c'est-à-dire qu'il va vider la mémoire à court terme. Du coup, des informations très très simples qui étaient ultra disponibles vont complètement disparaître. Et quand je vous disais tout à l'heure, laisser le régulateur faire son boulot, oui, il y a une forme de son côté, une forme de formatage de l'information. C'est-à-dire qu'il est formé à gérer ce type de situation et à recueillir de l'information dans ce type de contexte. Et c'est lui qui va vous imposer un canevas, qui va vous imposer une forme d'arborescence au niveau du questionnaire. Alors, c'est surprenant parce que nous, quand on se prépare, on se dit, bon voilà, alors m'aider, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Et le régulateur, lui, reprend la main très très tôt dans la conversation. Il prend la main et c'est lui qui vous impose un format de discussion, un script. Alors ce script est très très souvent inspiré du format de détresse lui-même. Donc qui êtes-vous? Où êtes-vous? Quel est le problème? Combien il y a de personnes à bord? De quels moyens de sauvetage disposez-vous? Vous, votre boulot, il est simple, vous répondez par des phrases hyper courtes. Partagez en commentaire les interactions que vous avez peut-être déjà eues, vous, avec le cross. Et puis, comment ça s'est passé? Comment vous pensiez que ça se passerait? Et puis, quelle a été la réalité? Ou bien, partagez cette vidéo à une personne que vous connaissez et pour qui ça pourrait être utile. L'après-coup, l'attente et le crash. Une fois que l'appel est passé, une fois que les secours sont déclenchés, alors le danger n'est pas nécessairement écarté, mais la charge mentale que représente le fait de passer l'appel, elle a disparu. Et c'est là que le contre-coup va arriver. Le premier contre-coup, ça va être l'effondrement physique. À cet instant-là, des tremblements peuvent devenir incontrôlables. Alors, c'est pas lié à la peur, c'est lié à une modification brutale du taux d'adrénaline dans le sang. Ça peut être lié également ou amplifié par un début d'hypothermie. Et puis, c'est aussi maximisé par un épuisement, parce qu'un épuisement physique, parce que tout ça, ça vous a consommé une quantité d'énergie faramineuse.
Ensuite vient l'attente, une attente qui peut être angoissante. Rester là à observer l'horizon, dans l'attente d'apercevoir un feu, d'apercevoir un hélicoptère, un canot de sauvetage, c'est une épreuve psychologique majeure. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'anodin parce qu'on n'a rien à faire. Le moindre bruit, le moindre petit scintillement peut être interprété comme l'arrivée des secours et créer des vagues successives comme ça de faux espoirs. Et ça, c'est très très dur. On n'est pas à l'abri non plus de vivre une forme de culpabilité rétrospective. Une fois en sécurité, il est assez fréquent en fait de se rejouer la scène, de se repasser le film en se posant tout un tas de questions. J'aurais dû appeler avant, j'aurais dû passer l'appel avant, j'aurais pas dû partir avec cette météo, j'ai mal donné mon positionnement au régulateur. Alors ça, c'est un mécanisme normal du traitement du trauma parce que cette situation, elle fait partie quand même de la catégorie des traumas. On n'est pas parti faire les courses au supermarché du coin. Donc on est dans cette mécanique de traitement de trauma normale, naturelle et spontanée. Mais par contre, ça ne doit pas nous empêcher de tirer les leçons, l'expérience des événements qui sont produits. Le plus important, c'est de formaliser. De passer par l'écrit. C'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces livres ont été construits comme des outils pour vous permettre de préparer, d'anticiper au mieux vos croisières entre amis ou en famille. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter directement au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. On sait ce qui se passe pour nous au moment de passer ce premier appel de détresse et maintenant. Comment mieux gérer cet inévitable moment en mer? Toutes les réactions dont on a parlé précédemment sont normales. Alors je vais vous donner, notre kit de survie sur Ikigai, nos 5 règles d'or. Règle numéro 1, la position avant tout. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Alors c'est vrai que la position en termes longitude, latitude, on la voit écrite parfois sur les VHF. En tout cas, la première chose que nous faisons sur Ikigai, c'est qu'on note sur un bout de papier longitude, latitude. Parce que si la communication se coupe, c'est la seule information qui permettra au secours de nous retrouver. La seconde règle pour nous, c'est de bien maîtriser la distinction entre Mayday et Pan-Pan. Le Mayday, alors 3 fois, Mayday, 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 on est dans une détresse grave et imminente. Voilà, il y a un danger de mort, naufrage, incendie incontrôlable, homme à la mer. Voilà, c'est une priorité absolue. Le Pan-Pan, donc 3 fois, Pan-Pan, 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 c'est une urgence, une situation préoccupante, mais il n'y a pas de danger de mort immédiat. Ça peut être une panne moteur près des côtes, ça peut être une blessure, mais une blessure légère. En cas de doute, on passe un Mayday, parce que de toute façon, les professionnels vont toujours préférer annuler une opération que d'arriver trop tard. Troisième règle pour nous sur Ikigai, on ne quitte jamais le canal 16. Une fois que l'appel est lancé, on reste branché sur le canal 16. Voilà, c'est le seul canal que les secours pourront utiliser, soit pour vous guider, soit pour vous demander des précisions par rapport à la situation. Quatrième règle, c'est la sécurisation de l'équipage, et ça intervient déjà avant le fait de passer l'appel de détresse. On s'assure que tout le monde porte bien son gilet de sauvetage, avec son harnais, souvent les deux sont associés, et sa longe, parce que si la mer est formée, on va avoir besoin de ça. Nous, sur Ikigai, tous les gilets sont équipés d'une longe. Un équipage qui est en sécurité, c'est un équipage qui peut devenir une ressource pour le chef de bord ou la personne qui est en charge de gérer l'alerte. Cinquième règle d'or sur Ikigai, respirer et parler lentement. Le bruit ambiant déforme la voix. Donc là, il faut parler plus lentement, plus distinctement que d'habitude.
Si on a besoin d'épeler le nom du navire, par exemple, on va utiliser l'alphabet international. Donc sur Ikigai, nous avons à côté de la VHF l'alphabet international parce que là aussi, en phase de stress, c'est très compliqué de se souvenir de tout ça. Et on a même écrit Ikigai en alphabet international. Voilà, maintenant vous savez ce qui va se passer en vous lors de votre premier appel de détresse et puis les règles d'or que nous utilisons sur Ikigai pour mieux gérer ce moment. Lancer un appel de détresse, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est vraiment l'acte de responsabilité ultime du marin. C'est reconnaître que les choses sont hors de notre zone de pouvoir, de notre zone de contrôle, que la mer a pris le dessus et que c'est le moment d'activer la solidarité maritime. Et c'est en connaissant vos propres réactions que vous transformerez cette panique potentielle en une action structurée et salvatrice. Abonnez-vous à Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour vous aider à préparer votre changement de vie ou vos croisières entre amis ou en famille. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist Sécurité, décision et responsabilité du skipper. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.